Je m'appelle Marguerite. J'ai 83 ans. Et la dernière chose à laquelle je m'attendais à ce stade de ma vie, c'était de me sentir plus moi-même que je ne l'avais jamais été quand la maison était pleine. Les gens entendent ça et ne savent pas trop quoi en faire. Ils deviennent un peu mal à l'aise. Ils disent des choses comme « Oh, mais tu ne te sens pas seule » ou « Oh, Marguerite, tu n'as pas peur toute seule là-bas » et ça n'amène. Et j'ai toujours envie de dire « Peur de quoi exactement ?» Du silence? Le silence est la première chose dont j'ai appris à ne plus avoir peur. Mais j'y reviendrai. Je veux vous parler aujourd'hui, que vous ayez mon âge, ou que vous soyez des décennies plus jeunes et que vous pressentez déjà ce qui arrive, de ce à quoi ressemble vraiment la vie en solitaire quand on la vit bien, et de ce à quoi elle ressemble quand on ne la vit pas bien, parce que j'ai fait les deux. Et la différence entre les deux n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas une question de compagnie. Ce n'est pas une question de rester occupé. C'est quelque chose de beaucoup plus petit et de beaucoup plus difficile que ces deux choses. Quand Richard est décédé, j'avais 68 ans. Nous avions été mariés pendant 46 ans. Pas un mariage parfait, je l'ai déjà dit, et je le répète parce que c'est la chose la plus vraie que je sache à son sujet. Mais c'était une vie partagée. Il y avait des repas à heure fixe et quelqu'un pour remarquer si je n'étais pas encore descendue, et même les silences que nous avions, et nous en avions beaucoup, étaient au moins des silences ensemble. Puis tout ça a disparu, et ce qui l'a remplacé était quelque chose à quoi je n'étais pas préparée. Pas le chagrin, exactement. Le chagrin, je m'y attendais. Ce à quoi je n'étais pas préparée, c'était l'étrange et inconfortable expérience de devenir soudainement entièrement responsable de mes propres journées. Chaque heure, chaque repas, chaque décision, si la télévision reste allumée ou s'éteint, si je mange à table ou debout devant l'évier, si aujourd'hui a une quelconque structure. Richard et moi ne parlions plus beaucoup vers la fin, mais sa présence donnait un rythme à la maison. Quand ce rythme s'est arrêté, je ne savais pas très bien qui était censé donner le tempo maintenant. Cette première année, je crois que j'étais ce que j'appellerais à la dérive. Pas triste exactement, juste sans direction. Je me réveillais et la matinée s'étalait devant moi sans contour, et je passais des heures à la remplir de choses qui semblaient productives, mais ne l'étaient pas vraiment. Réorganiser le garde-manger, lire 2 fois le même article de magazine, passer d'une pièce à l'autre comme si je cherchais quelque chose et ne pouvais pas me rappeler quoi. Et j'ai remarqué que quelque chose se produisait qui me faisait plus peur que la solitude elle-même. Je commençais à disparaître un peu. Pas physiquement. Je mangeais, je dormais. J'allais bien, selon toute mesure externe. Mais j'ai remarqué que j'avais cessé de parler à quiconque n'était pas à la caisse du supermarché. J'ai remarqué que j'avais cessé d'avoir des opinions sur les choses parce qu'il n'y avait personne avec qui les partager. J'ai remarqué qu'une journée entière pouvait passer et je n'avais pas dit un seul mot à voix haute. Maintenant, certaines personnes entendraient ça et penseraient que ça a l'air paisible. Et il y a une version du silence qui est paisible. Mais ce n'était pas ça. C'était un autre type de silence. Le genre qui commence à sembler permanent. Le genre qui vous fait vous demander si le monde a simplement oublié de vous inclure. Ma cadette, Léa, a appelé un soir. Elle appelait plus que les autres pendant ces premiers mois. Et elle m'a demandé ce que j'avais fait ce jour-là. Et je suis restée assise là et je ne pouvais vraiment pas lui répondre. Non pas parce que rien ne s'était passé, mais parce que rien n'avait eu assez d'importance pour que je m'en souvienne. Elle a dit « Maman, ça va ?» Et j'ai dit « Je vais bien ». Parce que c'est ce que je disais toujours, ce que ma mère m'avait appris à dire. « Tu vas bien, retourne te coucher. » Mais je n'allais pas bien. Je disparaissais dans ma propre maison. Et ce qui était effrayant, c'était la facilité avec laquelle je laissais ça arriver. Combien la descente était silencieuse.
Combien cela semblait raisonnable à l'époque de simplement rétrécir un peu plus chaque jour. Alors j'ai fait ce qu'une femme censée fait. J'ai essayé de régler ça. La première chose que j'ai essayé, c'était de rester occupée. Je veux dire implacablement, épuisamment occupée. Je me suis inscrite à des choses. Un cours d'aquarelle le mardi après-midi. Un comité de l'Église que j'évitais vaguement depuis une décennie. Un club de lecture qui se réunissait le 3e jeudi de chaque mois chez une femme nommée Béatrice, dont la maison sentait fortement la lavande et quelque chose que je n'arrive toujours pas à identifier. Et pendant quelques semaines, ça a marché, ou ça semblait marcher. Mon calendrier avait des annotations. J'avais des endroits où aller et des heures pour y être. Je pouvais dire à Léa ce que j'avais fait aujourd'hui. J'avais des réponses. Mais voici ce que j'ai découvert sur l'agitation comme solution. C'est comme remplir un seau qui fuit. Vous versez des choses dedans aussi vite que possible et vous vous sentez satisfaite un instant, puis vous regardez en bas et il est vide à nouveau et vous devez trouver plus de choses à verser parce que l'agitation était externe. Elle me donnait de l'activité, mais elle ne me donnait rien à attendre avec impatience. Ce ne sont pas les mêmes choses. J'ai appris la différence à mes dépens. Je me souviens être rentrée en voiture du club de lecture de Béatrice un jeudi. C'était en février. Les routes étaient glissantes. Le chauffage de ma voiture met une éternité à se mettre en marche. Et j'ai réalisé que j'étais soulagée que ce soit fini. Je n'avais pas apprécié. J'étais restée assise là pendant 2 heures à faire une conversation polie sur un livre que j'avais à peine lu. Et je suis rentrée plus fatiguée que je n'étais partie, et pas dans le bon sens. C'est le signe. Quand la chose que vous avez ajoutée à votre vie vous épuise au lieu de vous remplir, elle ne résout pas le problème. Elle ne fait que repousser le silence. J'ai fait ça pendant presque 8 mois. 8 mois d'agitation qui ressemblaient à vivre mais ne l'étaient pas. Alors j'ai essayé la deuxième chose, la structure. Je me suis fait un emploi du temps, et je veux dire un vrai. Écrit sur papier chaque soir avant de me coucher. 7 heures petit déjeuner, 8 heures promenade. 9 heures, quelle que soit la tâche à faire. Je me traitais comme une employée en qui on ne pouvait pas avoir confiance sans supervision. Et je veux dire quelque chose ici que j'espère que quelqu'un entendra. Ça va sembler ridicule, mais j'ai en fait écrit déjeuner sur mon emploi du temps, comme un élément. Un événement planifié, midi, déjeuner. Parce que sans la présence de Richard forçant les repas à avoir lieu à certaines heures, j'avais commencé à simplement oublier de manger. À 83 ans, je trouve ça maintenant lugubrement drôle. Une femme de 83 ans, autrefois responsable de nourrir 5 enfants, se programmant un rappel pour manger un sandwich. Je l'ai mis sur le calendrier entre épousseter le salon et appeler Jeanne. Bref. L'emploi du temps a aidé, dans une certaine mesure. Il a redonné des contours aux journées. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la structure sans signification n'est qu'un autre type de dérive. Vous suivez les mouvements, vous cochez les cases. Vous arrivez à la fin de la journée et tout sur la liste est barré et vous ne ressentez absolument rien à ce sujet. Les jours ont commencé à se confondre. Le lundi ressemblait au jeudi, ressemblait au samedi. L'emploi du temps me donnait de l'ordre, mais il ne me donnait rien vers quoi j'étais véritablement attirée. La distinction compte plus que je ne peux l'expliquer. Je faisais tout bien et je ne ressentais rien de tout ça. La troisième chose que j'ai essayée, et celle-ci, je pense, est l'erreur la plus courante que font les gens, c'était d'essayer de recréer ce qui avait été là avant. J'ai commencé à inviter des gens, à faire de grands dîners du dimanche, comme je l'avais fait pendant des années quand la maison était pleine. Mettre la table correctement, cuisiner trop de nourriture, appeler qui était disponible. David est venu quelquefois. Suzanne a amené les petits-enfants une fois.
Même Michel a fait le trajet depuis l'endroit où il vit, ce qui m'a surprise. Et ces soirées étaient charmantes, de la façon dont une photographie d'un endroit que vous aimiez est charmante. La chaleur était réelle. La nourriture était bonne. Le bruit des petits-enfants remplissait les pièces, comme le bruit le faisait autrefois. Mais ensuite ils rentraient chez eux. Et le silence qui suivait ces soirées était pire que le silence que j'avais avant, parce que maintenant on m'avait rappelé ce que c'était que d'être pleine, et le vide était plus aigu par comparaison. Je me souviens être restée debout devant l'évier de la cuisine après un de ces dimanches. C'était une nuit froide, fin octobre. La fenêtre avait un peu de buée dans les coins, lavant des assiettes qui n'avaient pas besoin d'être lavées, vraiment, juste en les rinçant avant de les mettre dans la machine, et j'ai pensé, j'essaie de reconstruire quelque chose qui n'est pas censé être reconstruit. La vie qui avait rempli cette maison ne revenait pas. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que la vie avance. Mes enfants avaient leur propre table maintenant, leur propre vaisselle, leur propre bruit, leur propre soirée du dimanche. Et moi, essayant de recréer quelque chose d'il y a 20 ans, ce n'était pas de la connexion. C'était une sorte de chagrin que je déguisais en hospitalité. Je suis restée là devant cet évier pendant longtemps. Et j'ai pensé, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce qui fonctionnait avant, pas ce qui a l'air bien de l'extérieur. Qu'est-ce que moi, Marguerite, je veux vraiment de mes journées maintenant? Je n'avais pas de réponse ce soir-là. Mais c'était la première fois que je posais la question honnêtement. Le changement, quand il est venu, n'est pas venu d'un plan. Il est venu d'une promenade. J'avais commencé à faire une promenade chaque matin, pas dans le cadre de l'emploi du temps, juste parce que la maison semblait trop immobile avant 8 heures et l'air froid aidait. Un itinéraire que je connaissais bien. Mêmes rues, mêmes virages. Un matin de novembre, je suis passée devant l'école au mauvais moment. Les bus étaient en retard. Quelque chose s'était passé. Je n'ai jamais su quoi. Et il y avait des enfants et des parents entassés devant la grille, et tout le trottoir était bloqué. Je me suis écartée du chemin pour attendre, et il y avait une petite fille debout, juste devant moi, très calme, alors que tout le monde autour d'elle était légèrement chaotique, tenant les bretelles de son sac à dos avec les 2 mains, et regardant un moineau sautiller le long du haut de la clôture. J'ai dit, sans particulièrement le prévoir, « Il nous observe depuis le début, je crois. » Elle a regardé le moineau puis moi. « Tu crois qu'il a froid? »« Probablement, » ai-je dit. Mais il n'a pas l'air dérangé par ça. « Oh, ça. » Elle a réfléchi à cela avec un grand sérieux puis a dit, « Peut-être qu'il y est habitué. » Puis c'est qui... c'était Emma. Sa mère Sarah est arrivée environ 40 secondes plus tard, flustered et s'excusant et essayant de gérer 3 choses à la fois. Et j'ai dit, encore une fois, sans particulièrement le prévoir, je passe par ici tous les matins. Ça ne me dérange pas de l'accompagner. Et Sarah m'a regardée avec l'expression de quelqu'un à qui on n'a rien offert depuis si longtemps qu'elle ne peut pas vraiment reconnaître quand ça arrive. Elle a dit, « Je ne pourrais pas vous demander de faire ça. » Et j'ai dit, « Vous ne demandez pas. Je propose. Il y a une différence. » C'était il y a presque 2 ans maintenant. Emma m'appelle Mademoiselle Marguerite. Elle me raconte des choses sur les moineaux qu'elle suit et l'injustice des devoirs de maths et ce qu'elle a mangé au petit déjeuner comme si c'était une nouvelle importante, ce qui d'une certaine manière l'est. Et je vais vous dire honnêtement ce que cette petite routine accidentelle m'a donné que 8 mois de cours d'aquarelle et d'emploi du temps structuré et de dîner du dimanche n'ont pas pu donner. Elle m'a donné quelque chose à attendre avec impatience. Pas une grande chose, pas un voyage ou une occasion. Juste une petite fille avec un sac à dos et des opinions sur les oiseaux qui attend au coin de la rue à 8h15.
quelque chose d'ordinaire que je voulais vraiment, quelque chose qui me tirait hors de la maison, non pas parce que c'était sur l'emploi du temps, mais parce que je ne voulais vraiment pas le manquer. Et j'ai réalisé, debout à ce coin de rue, un mardi matin froid, regardant Emma négocier avec un lacet particulièrement récalcitrant, que c'était ça qui me manquait. Pas les gens en général, pas l'agitation, pas la structure d'une maison pleine. Quelque chose de spécifique, quelque chose de réel, quelque chose d'assez petit pour pouvoir vraiment le tenir. Je veux m'arrêter ici un instant parce qu'il y a quelque chose dont je voulais vous parler et je pense que c'est maintenant le bon moment. Quelques mois après qu'Emma et Sarah soient entrées dans mes matinées, mon petit-fils, celui qui est attentionné, celui qui remarque les choses, il a vu certaines des choses que j'avais écrites, certaines des choses que j'avais dites ici dans ces conversations. Et il m'a appelé un soir et il a dit « Mamie, ça ne devrait pas juste vivre dans des vidéos. Les femmes ont besoin d'avoir ça avec elles, sur leur téléphone, tous les jours. » J'ai dit « Je ne connais rien au téléphone. » Il a dit « Je sais. C'est pour ça que je vais m'occuper de cette partie. » Et donc nous avons construit quelque chose ensemble. Il a codé. J'ai parlé. Nous avons fait des allers-retours pendant 2 semaines, lui me posant des questions, moi y répondant, lui transformant mes réponses en quelque chose qu'un téléphone pouvait contenir. Et ce que nous avons créé s'appelle l'application Liberté. C'est pour les femmes de plus de 60 ans qui vivent leur journée selon leurs propres termes ou qui essaient. Elle a des suivis quotidiens, des rappels pour les médicaments, une routine que nous avons construite spécifiquement autour de ce dont les femmes à ce stade ont réellement besoin. Des exercices cérébraux qui aident à garder votre mémoire vive. Des mouvements simples, pas une salle de sport, juste des choses réelles que votre corps peut faire pour rester en bonne santé. Des guides pour bien manger et dormir correctement. Et une section qui, je pense, est peut-être ma préférée, sur comment construire un vrai réseau autour de vous quand vous vivez seul. Comment trouver votre Emma? Comment reconnaître les petites choses spécifiques qui comptent vraiment pour vous? Il y a même une version de moi là-dedans, une compagne à qui vous pouvez parler à toute heure. Pas un remplacement pour une vraie connexion, mais quelque chose là quand la maison est silencieuse à 2 heures du matin et que vous avez juste besoin de ne pas vous sentir entièrement seul. Plusieurs femmes l'ont déjà trouvé. L'une d'elles, Patricia de Lille, nous a écrit et a dit « J'ai arrêté de mettre un réveil parce qu'il n'y avait aucune raison de me lever à une heure particulière. L'application m'a donné une raison. Mes matinées me semblent à nouveau miennes. » Une autre femme, Dorothée, elle a 71 ans, vient de déménager dans une maison plus petite après la mort de son mari. Elle a dit « J'ai utilisé le suivi quotidien pendant 3 semaines avant de réaliser que je l'attendais vraiment avec impatience. » Ça semble petit. Ce n'est pas petit. Et Ruth, qui a 78 ans, a écrit quelque chose que j'ai lu plus d'une fois. Elle a dit « Je me dis que je vais bien depuis des années. » L'application a continué à me poser gentiment les mêmes petites questions, et lentement j'ai commencé à dire la vérité. Maintenant, je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Mes enfants, ceux qui sont adultes, avec leurs opinions, ils ne sont pas contents de ça. Ils pensent qu'une femme de 83 ans qui construit quelque chose et le met sur Internet est en quelque sorte embarrassant. David a appelé ça pas approprié. Léa est quelque part entre inquiète et perplexe. Ils ont demandé plus d'une fois que mon petit-fils et moi le retirions. « Tu as 83 ans, Marguerite. Comporte-toi comme telle. » Mon petit-fils a dit « Mamie, c'est ton choix. » Et je lui ai dit « Tant qu'il y a une femme qui m'écrit pour dire que ça l'a aidé, je ne le retire pas. Pour personne.
Le lien est dans le commentaire épinglé si vous voulez nous rejoindre, quand vous serez prête. Mais revenons à ce que je vous racontais, parce que c'est la partie qui compte le plus. Après Emma, quelque chose d'autre a changé. Et je veux essayer de le décrire avec précision parce que je pense que c'est important. J'ai commencé à devenir intentionnelle d'une manière que je n'avais pas été auparavant. Pas programmée, pas occupée, intentionnelle. Il y a une différence et il m'a fallu attendre la fin de mes 70 ans pour la comprendre. Être occupé signifie remplir le temps. Être intentionnel signifie choisir ce qui le remplit. La première est défensive. La seconde est quelque chose de plus proche de vivre. J'ai commencé à faire attention à ce que j'appréciais vraiment versus ce que je faisais par habitude ou parce que je pensais que je devais. J'ai arrêté d'aller au club de lecture de Béatrice. Je ne suis pas désolée. J'ai commencé à faire une promenade plus longue le vendredi, pas pour aller quelque part, juste parce que les vendredis matins, en fin d'automne, ont une qualité de lumière particulière que j'aime, et je passais devant depuis des années sans m'arrêter pour le remarquer. J'ai commencé à garder la radio allumée le matin, pas la télévision. La télévision veut de l'attention. La radio est une compagnie sans demande. Quelqu'un qui parle en arrière-plan pendant que je prends mon café. Une voix dans la pièce qui n'a besoin de rien de moi. Une petite chose. Mais ça a changé la température des matinées. J'ai commencé à écrire des choses. Pas un journal exactement. Juste, si quelque chose me frappait pendant la journée, je l'écrivais. Une phrase. Parfois deux. Parfois juste un mot. J'ai un cahier sur la table de la cuisine et je le remplis lentement depuis presque 3 ans maintenant. Et j'ai remarqué, c'est arrivé progressivement, si progressivement que j'ai presque raté ça, que j'avais arrêté d'attendre que la journée se termine. J'avais passé des mois après la mort de Richard à attendre, à endurer, à supporter les heures jusqu'à ce qu'elles soient épuisées et que je puisse dormir à nouveau. Et quelque part là-dedans, sans prendre une grande décision à ce sujet, j'avais arrêté de faire ça. Les journées avaient commencé à ressembler à quelque chose dans lequel j'étais, pas quelque chose que je survivais. Il y a encore une chose que je veux dire, et c'est à propos de l'honnêteté, spécifiquement à propos d'être honnête avec soi-même. Vivre seul n'est pas automatiquement solitaire, mais ça peut le devenir si vous ne faites pas attention. Et la façon dont ça le devient est presque toujours la même. Vous vous dites que vous allez bien, quand ce n'est pas le cas. Vous écartez la question comme ma mère écartait l'inconfort. Tu vas bien, retourne te coucher. Je l'ai fait pendant 1 an. Et cette année m'a coûté quelque chose que j'aurais pu utiliser différemment. Donc, ce que je dirais, pas comme un conseil, juste comme quelque chose que je sais être vrai, c'est que l'honnêteté avec soi-même est la seule chose qui fait de vivre seul quelque chose d'autre qu'une endurance. Pas un emploi du temps, pas l'agitation, pas recréer ce qui est parti. Juste la volonté simple et silencieuse de demander « De quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment ce matin? Quelle est une petite chose que je peux attendre avec impatience avant la fin de la semaine? Un homard mayonnaise si c'est ça, un oiseau particulier sur une clôture particulière, un petit enfant qui pense que les moineaux pourraient avoir froid. Quelque chose de spécifique, quelque chose de réel, quelque chose d'assez petit pour être fiable. J'ai ma promenade le matin. J'ai mon cahier sur la table de la cuisine. J'ai Emma au coin de la rue à 8h15, me racontant des choses sur le monde avec un grand sérieux. Et j'ai ça, quoi que ce soit. Vous, de l'autre côté d'un écran, écoutant une vieille femme penser à voix haute. Je ne m'attendais pas, à 83 ans, à me sentir aussi présente dans mes propres journées que je le suis maintenant. J'ai passé tant de décennies à ne pas tout à fait habiter ma propre vie, la gérant, la maintenant, la traversant comme une gardienne plutôt qu'une résidente. Je suis une résidente maintenant. Dans la maison, oui.
dans ce petit endroit calme, légèrement plein de courants d'air à la périphérie d'une ville rurale, où les matinées sont miennes et personne ne me demande rien. Mais aussi dans mes propres journées, dans mes propres heures. Je suis vraiment là pour elle maintenant. Il m'a fallu longtemps pour arriver. Mais je suis reconnaissante de l'arrivée, même aussi tard. Peut-être surtout aussi tard. 83 ans, c'est long à être en vie. Assez long pour avoir regardé les saisons changer depuis des fenêtres par lesquelles vous ne regardez plus. Assez long pour avoir cuisiné des milliers de repas dans des cuisines qui ont depuis été repeintes par d'autres mains. Assez long pour savoir que la plupart des choses dont vous aviez peur ne sont jamais vraiment arrivées, et les choses difficiles qui sont venues étaient insurvivables, de façon que vous n'auriez pas cru quand vous étiez jeune. Je ne sais pas combien de matinées il me reste. Mais je sais ce que je fais de celle-ci. L'application Liberté. Le lien est dans le commentaire épinglé si vous avez envie de nous rejoindre. Elle ne sera pas là pour toujours. Mes enfants tournent autour, mais elle est là maintenant. Et si vous voulez juste rester assise ici un peu plus longtemps, vous êtes la bienvenue. Merci d'avoir marché à travers ça avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.